Salut ma famille, c'est Crandata, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais revenir sur le match du Barça contre le FC Porto et je vais aussi revenir en fin de vidéo sur le match du PSG contre Newcastle. Mais pour commencer les gars, j'ai juste envie de vous dire enfin la qualification en 8ème de finale pour le Barça. Et c'est clair et net que c'est une très bonne nouvelle de continuer à voir justement le Barça en Ligue des Champions. C'est clair et net que c'est une très bonne nouvelle qu'après la phase de poule, qu'on puisse continuer à suivre notre club dans cette compétition. Au moins encore pour 2 matchs. Mais justement, je pense que ça sera difficilement plus que 2 matchs. Alors on sait pas encore contre qui on va tomber en 8ème de finale et je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus quand on connaîtra l'adversaire du Barça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va être très compliqué. Parce que là vraiment, on sait que Porto c'est pas forcément l'équipe la plus dangereuse d'Europe. On sait que même si ça reste un grand club, ça n'empêche pas que ce soit au match aller ou au match retour, on s'est fait énormément mettre en difficulté, il faut dire la vérité. Et là pour ce match retour, ça a été totalement le cas. Là pour ce match retour, le Barça s'est clairement fait mettre en difficulté. Parce que là on est content, on est joyeux par rapport aux résultats, par rapport au fait que tu te qualifies pour les 8ème de finale, etc. Et c'est une très bonne chose encore une fois. Mais il faut pas oublier que au-delà du résultat, il y a encore une fois le contenu. Le contenu qui laisse à désirer, le contenu qui est clairement à revoir. Et ça on l'a clairement vu dès le début du match, parce que je peux vous dire que déjà non seulement quand on a subi, quand on a concédé énormément d'occasions sur les 30 premières minutes et qu'en plus de ça, on prend le but juste derrière, je peux vous dire que j'étais pas du tout serein. Et si vous avez suivi ce match avec moi en live, vous savez très bien de quoi je parle. Tu te mets en difficulté tout seul, tu te fais mettre en difficulté tout seul les gars, je suis désolé, tu te fais mettre en difficulté tout seul. Attention, ça revient dans le... Mais les gars, encore une fois les gars, allez vous faire foutre. Je le dis depuis le début, voilà, je le dis depuis le début. Alors ouais, vous allez me dire peut-être que j'abuse, mais encore une fois, comment vous voulez garder votre calme? Comment vous voulez garder votre calme dans ce genre de situation? Comment vous voulez garder votre calme quand vous voyez un Barça pareil? Comment vous voulez garder votre calme quand vous voyez un Barça subir comme ça dès le début du match? Sur la plupart des dernières rencontres du Barça, t'es jamais serein. Même quand tu gagnes de justesse, c'est compliqué, c'est à chaque fois compliqué. Et ça peut être n'importe quel adversaire en face de toi, ça peut être Alavés, ça peut être n'importe qui d'autre. Et pourtant, tu vas à chaque fois galérer. Et là, encore une fois, ça s'est vu. Et là, encore une fois, tu galères. Et là, encore une fois, tu t'es fait manger au milieu de terrain. Parce que surtout sur le début de match, et même sur quelques séquences en fin de match, notamment en deuxième mi-temps, on peut dire clairement qu'à chaque attaque de Porto, les milieux de terrain du Barça étaient mis en difficulté. Ça a été même le cas pour De Jong. De Jong qui t'a fait un gros match. Mais malgré tout, voilà, il y a eu des situations, notamment la situation où il s'est fait totalement dépasser et qu'il a été obligé de commettre la faute et prendre un carton jaune pour stopper cette attaque portugaise. Donc c'est là où t'as vraiment un problème. Quand tu vois que, comme je vous dis, tu te fais avoir et que ton milieu de terrain s'est fait énormément mettre en difficulté défensivement. Qu'en plus de ça, encore une fois, Xavi s'amuse à jouer au puzzle avec sa défense. Un jour, il te met Araujo à droite, un jour, il te le met à gauche, un jour, il te met Cancelo à gauche, un jour, il te met... Les gars, au bout d'un moment, comment tu veux t'en sortir? Moi, je comprends pas pourquoi Xavi, à chaque fois, il s'amuse à déplacer de place comme ça à ses défenseurs. Honnêtement, même sur le match, à la base, Koundé a commencé sur le côté droit, et donc avec Koundé à droite et Araujo dans l'axe, et je sais pas pourquoi, à un moment, en deuxième mi-temps, il s'est dit, on va changer, on va faire passer Araujo latéral droit. Je comprends pas pourquoi. Franchement, sur quoi il se passe pour prendre une telle décision? Surtout qu'Araujo te fait un match stratosphérique dans l'axe. Le match que Araujo a fait aujourd'hui, c'est un match exceptionnel. Et c'est pour ça, pour moi, si t'as pas Araujo dans ce match, qui te fait plusieurs retours défensifs héroïques, si t'as pas Peña aussi, pour le coup, qui a fait un très beau match, y a rien à dire là-dessus. On peut lui reprocher peut-être sur le but de Porto, de pas avoir capté la balle, ou de pas avoir suffisamment renvoyé le ballon sur le côté. D'ailleurs, il fait un petit peu la même erreur que Donnarumma contre Newcastle, mais pour le coup, en ce qui concerne Peña, je trouve que la frappe qu'il reçoit, elle est quand même un peu plus puissante, elle est déjà plus proche, elle est complètement bourtante, donc je pense que c'était beaucoup plus facile d'avoir la maîtrise de ce ballon et de cette frappe à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va pas totalement lui reprocher ça, surtout qu'il a fait énormément d'arrêts malgré tout. Il te sort plusieurs arrêts. Et c'est ça personnellement que je vous dis qui me rassure pas. Quand tu vois que ton gardien, il te fait clairement 4 sauvetages, 4 arrêts clairs et nets, que tu vois que ta défense, et surtout ton défenseur central, il fait énormément de retours défensifs pour sauver les meubles, c'est là où je vous dis que pour moi le Barça a été loin de faire un match complètement parfait. C'est là où je vous dis qu'il y a plusieurs inquiétudes à avoir avant les matchs de 8ème de finale de Ligue des Champions. Et il n'y a pas juste défensivement, parce que ça pose vraiment problème. Quand tu sais que ton meilleur joueur offensif, aujourd'hui sur ce match-là, c'est ton latéral gauche, et encore une fois qui a été repositionné sur le côté gauche alors qu'il est latéral droit de base, je pense clairement qu'il y a de quoi se poser des questions. Alors bien sûr, pour João Cancelo, on sait bien qu'il peut aussi jouer sur le côté gauche, et il le faisait très souvent avec Manchester City, mais ça n'empêche pas que, voilà, comment c'est possible que ton meilleur joueur offensif sur ce match-là, ça soit ton latéral? Je comprends pas. Comment c'est possible? Est-ce que t'as pas d'attaque? Est-ce que t'as pas de la qualité offensive devant? Est-ce que t'as pas des vrais attaquants? C'est ça que je me pose comme question. Et pour le coup, le match de João Cancelo, mais c'est une dinguerie. Franchement, ce joueur a été monstrueux. Cancelo, il a été stratosphérique sur ce match. Je sais pas si on s'en rend compte de ça. Parce qu'il te met un but magnifique. En plus de ça, il a failli mettre le deuxième en deuxième mi-temps. Mais bon, au-delà de ça, sur ses ressorties de balle, il est magnifique. Il te fait même le travail du milieu de terrain. C'est lui qui te fait ressortie de balle, qui va plusieurs fois te créer des décalages et faire remonter le bloc du Barça. Il a aéré complètement le jeu de cette équipe. Et même défensivement, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Cancelo, c'est le joueur sur le terrain qui récupère le plus de ballons. Je vous le dis honnêtement, pour moi, il fait clairement le match parfait. Vraiment, tu peux rien attendre de sa part.
Tu peux rien attendre de plus de sa part. Il a fait son travail, mais il a fait plus que son travail. Il t'a fait le travail des autres, il t'a fait le travail des attaquants, il t'a fait le travail des défenseurs, il t'a fait le travail des milieux de terrain. Et c'est là où que tu peux être que satisfait d'avoir un joueur comme ça. Après, tant qu'on parle de Cancelo, c'est là où je me dis, l'entrée de Baldé, elle est pas mauvaise non plus. Il fait une très bonne entrée. Et c'est là où je me dis, c'est du gâchis de pas avoir en même temps Cancelo à droite que Baldé à gauche. À ce moment-là, tu pourrais avoir une très bonne paire de latéraux. Et dans l'axe, tu pourrais avoir Koundé et Araujo qui non seulement joueraient à leur poste, mais en plus de ça, pourraient former un très bon duo. Avec plusieurs doublures comme Christensen, comme Martinez, sans problème par exemple. Mais pour en venir à Cancelo, tout ça pour vous dire que voilà, là, clairement, il arrive au Barça, ça fait quelques mois qu'il est au Barça. Il fait l'un de ses premiers gros matchs avec le club, en tout cas un de ses premiers gros matchs de Ligue des Champions. Il tient déjà son match référence. Il tient déjà son but référence. Alors qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup, Griezmann, Dembélé, plusieurs joueurs offensifs du Barça, même certains qui sont encore là actuellement, qui n'ont pas encore ce genre de match référence, qui n'ont pas encore ce but référence, ce genre de but référence contre des grosses équipes. On entend toujours Lewandowski. Parce que Lewandowski, il faut dire encore une fois, j'en peux plus. Je vous dis la vérité, j'en peux plus. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, Taremi, l'attaquant iranien du FC Porto, a été meilleur que Lewandowski sur ce match? Qu'il a été plus consistant, que quand il est dans la surface, Taremi, tu sens que c'est très compliqué de retirer le ballon. Il te met son corps en opposition, il arrive à bien protéger le ballon, et souvent, il te trouve des passes en retrait, il arrive à garder le danger dans la surface adverse. Alors que Lewandowski, tu lui donnes un ballon dans la surface, il est là, il est perdu, t'as l'impression qu'il a peur, il te rate ses contrôles. Ce mec, ça y est, c'est fini, il a atteint sa date de péremption, c'est fini, il est pourri maintenant. Au bout d'un moment, quand on se rend compte tous les ballons, comme je vous dis, qu'il perd dans la surface adverse, quand on voit que même, il reçoit un très beau centre de Cancelo et il la prend vraiment mal. Il te la prend vraiment très mal même. Tu te demandes comment c'est possible qu'un attaquant comme ça, qui est peut-être considéré comme l'un des meilleurs à son poste sur cette génération-là, qu'aujourd'hui, ils sont pas capables d'ajuster un minimum ce genre de tête. C'est ça que je comprends pas. Et justement, quand je dis ça, quand je parle des choses que je comprends pas, il y a une chose aussi que je comprends pas dans ce match, c'est Joao Félix. Alors là, pour le coup, Joao Félix, je sais pas si je dois l'applaudir ou si je dois l'insulter. Parce que Joao Félix, c'est une dinguerie, hein. Le mec te rate des occasions, mais vraiment monumentales, mais il te met des buts, il te met déjà un but stratosphérique, mais en plus de ça, on se rappelle que sa reprise en début de deuxième mi-temps, qui t'envoie en plein sur la barre transversale, on se demande d'où il a été de la sortir. Alors que pour le coup, en première mi-temps, il a clairement une balle de but, il est super bien positionné, et il la cadre même pas, tu te demandes comment c'est possible. Le pire, c'était que c'était sur l'une des rares fois où Rafinha arrive à faire une différence, c'est ça qui est incroyable. Et pour le coup, en ce qui concerne Joao Félix, je vous le dis, on peut pas lui dire qu'il a fait un mauvais match à partir du moment où il te sort un très beau but, parce que le but qu'il met il est vraiment très difficile à mettre, la façon avec laquelle il arrive à ouvrir son pied droit. Mais le problème c'est qu'avec ce genre de match où tu vois ton attaquant qui rate énormément d'occasions, tu te poses la question, est-ce que contre un adversaire plus relevé, est-ce que quand l'enjeu sera plus relevé aussi, est-ce qu'il aura autant d'occasions? Est-ce qu'il arrivera à être autant réaliste? On ne sait pas. Après, à sa décharge, ce qu'on peut dire pour ce qui est de Joao Félix, c'est que lui aussi, comme pour Joao Cancelo, ça lui fait malgré tout un match référence contre une grosse équipe en Ligue des Champions. Parce que je vous dis, il n'y a pas tout qui a été parfait dans sa rencontre, et il a eu aussi beaucoup de déchets dans son jeu, beaucoup de déchets et beaucoup de pertes de balles qui auraient pu coûter très cher là aussi si c'était un adversaire qui était plus relevé en face. Mais ça n'empêche pas que voilà, il fait son match, et peut-être que ça peut lui servir justement pour la prochaine fois d'être plus réaliste, d'être plus efficace à la finition, et c'est ce qu'on lui souhaite. Et pour Rafinha, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'avait pas réussi grand chose dans ce match, mais en vrai, c'est vrai qu'il a montré des belles choses. En vrai de vrai, il y a eu des passes intéressantes venant de son côté, il y a eu des centres très bons aussi. Il y a eu sa retourne en fin de match qui pour le coup a été vraiment très bien placée. Mais voilà, encore une fois, Rafinha, là où il est pas bon, là où il est vraiment pas dans son registre de prédiction, c'est clairement sur ce qui est dribble. Et encore une fois, on voit que c'est l'un des joueurs sur le terrain qui dribble le plus, qui tente en tout cas de dribbler le plus, mais qui réussit aucun dribble. Il a réussi aucun dribble sur ce match, alors qu'il en a tenté plusieurs. Et ça contraste totalement avec l'entrée de Lamine Yamal. Quand on voit que Lamine Yamal, il rentre, il tente un dribble et il le réussit, et là toute la différence. Après voilà, je veux pas totalement tirer sur Rafinha par rapport à son match. Je dis juste que pour moi, il doit arrêter de dribbler au bout d'un moment. Ok, c'est pas dans son style. Ok, c'est pas un dribbleur. Ok, c'est pas un joueur très technique. Mais alors à ce moment-là, joue avec tes qualités. Arrête de te reporter le ballon si tu sais pas réussir des 1 contre 1. Arrête de tenter des 2 ou des 3 contre 1 quand tu t'es même pas capable de réussir des 1 contre 1. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, joue avec tes qualités. Essaye de proposer des passes, essaye de centrer, essaye de frapper parce que t'as une bonne frappe. Mais arrête de dribbler. C'est comme pour Pedri. Pedri, c'est un peu la même chose. La vérité, Pedri, au bout d'un moment, quand il est dans la surface adverse, faut qu'il arrête de frapper. Faut qu'il arrête de frapper pour le coup. Parce que vraiment, la finition de Pedri, encore une fois, on voit que c'est une catastrophe. Alors, on va pas lui tomber dessus. On ne lui demande pas forcément de marquer à tous les matchs. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais je pense que lui aussi, il doit être conscient de ses qualités. C'est ça, en fait, que je comprends pas. C'est des joueurs qui se rendent pas compte de leurs qualités ou de leurs défauts. Alors que c'est normalement la base. Et ça, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est en concordance avec le coach. Parce que là, pour le coup, Xavi aussi, j'ai l'impression qu'il connaît pas les qualités et les défauts de ces joueurs-là. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, quand on voit encore une fois que Ferran Torres, il le rentre sur le côté gauche, alors qu'on sait très bien que Ferran Torres est fini, il faut arrêter de le mettre sur le côté. Et qu'en plus de ça, dans l'axe, t'as pas un grand Lewandowski, t'as pas un Lewandowski qui peut t'apporter du danger.
Donc profite, continue de profiter de João Félix à gauche et tu mets Ferran Torres dans l'axe, tout simplement. Là on a vu l'entrée de Ferran, c'était du grand n'importe quoi, je suis désolé, c'était du grand n'importe quoi. Il a fait des choses intéressantes, attention je dis pas le contraire. Mais on voyait bien que dans le placement, il voulait jouer dans l'axe. On voyait bien que ça se marchait dans les pieds avec Lewandowski, que même des fois, même Lewandowski s'est exporté sur le côté gauche parce qu'il a bien vu que c'était compliqué. Que ce que vous voulez faire avec Lewandowski qui est sur le côté gauche, alors que vous savez bien que s'il y a bien un attaquant qui est pas tranquille, qui est pas à l'aise, une fois qu'il est en dehors de sa surface, c'est bien lui, je suis désolé. Donc encore une fois, voilà, c'est bien, on retient la qualification, on retient la victoire, on retient le résultat, mais il y aura encore beaucoup de travail avant les huitièmes de finale, faut le dire. Il y a encore du temps, c'est l'avantage, c'est qu'il y a encore beaucoup de temps avant les huitièmes de finale. Il y a encore la possibilité de récupérer les joueurs blessés, encore la possibilité de préparer au maximum justement ces huitièmes de finale. Donc on va suivre ça de très près et on va voir tout simplement. Après pour ce qui est du match du PSG, alors là franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous le dis, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce que le PSG ne gagne pas ce match contre Newcastle à domicile. On sait que justement, le PSG, depuis le début de saison, c'est très costaud à domicile. On sait qu'en plus de ça, au match aller, ils ont vraiment reçu une vraie claque de la part de Newcastle. Donc je me suis dit, ça va vraiment leur servir de leçon pour le match retour. En plus de ça, voilà, ils sont devant leurs supporters, ils sont à domicile, ils sont souvent bons à domicile, etc. Et il y avait tous les ingrédients pour que ce soit le cas. Il y avait tous les ingrédients pour que le PSG commence ce match de la meilleure des manières, qu'ils ne soient pas inquiétés une seule seconde. Quand on voit Mbappé en tout début de match, il reçoit clairement un ballon de but de la part d'Hakimi. Hakimi a dit tiens, va marquer. Et qu'il est là devant le gardien de Newcastle, il a la possibilité d'ouvrir le score et qu'il te met une vieille talonnade. Il y a de quoi se poser des questions. Mbappé, pour qui tu te prends sérieusement? T'es là contre Newcastle dès le début du match, t'as une occasion en or, Hakimi te donne un cadeau et te dit tiens, va marquer. Et toi, tu nous fais une vieille talonnade, une vieille magère ou je sais pas quoi. Et joue simple, commence à jouer simple, arrête de te prendre pour Neymar. Surtout que ce genre de choses, à la limite, ça passe en Ligue 1 quand tu joues contre Toulouse, quand tu joues contre Strasbourg. Mais là, tu crois vraiment que le gardien de Newcastle, qui est en plus un très bon gardien, tu crois vraiment qu'il allait devoir faire ta vieille magère dégueulasse, sans aucune puissance, et qu'il allait te dire, vas-y, marque. Vas-y, monsieur Mbappé, mets ton but. Mais il a vu à des kilomètres ton truc, on voit très bien que le mec, il est là. Il voit très bien ce que t'es en train de faire. En plus, surtout qu'il n'y a aucune puissance dans ton geste. Et c'est ça le problème, c'est que c'est du gâchis. Hakimi, il te met une passe exceptionnelle. Il te met vraiment une passe magnifique. Au bout d'un moment, applique-toi un peu plus, respecte un petit peu plus cette passe que te met Hakimi. Et voilà encore une fois, c'est ça le problème du PSG, c'est ça encore une fois le problème d'Mbappé. Il te rate des occasions comme ça en début de match, et à la fin de la rencontre, voilà, là il court après le score. Là, sur quasiment toute la rencontre, il s'est dit, ouais, il faut égaliser. Alors qu'on sait tous très bien qu'une action comme ça, en fin de match, mais il la joue plus simple. Il sait bien qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Il sait très bien que à la 90e minute, t'as une occasion pareille. Il essaie de placer un plat du pied. Là, le mec, le problème, c'est qu'il s'est dit tranquille, c'est le début du match. Je tente. Ça marche pas, tant pis, j'aurai d'autres occasions de marquer. Parce qu'au final, des occasions de marquer aussi concrètes que celle-là, t'en as plus autant que ça sur le reste du match. Parce qu'à part ça, l'une des plus grosses occasions qui se procure dans le match, je parle bien dans le match, je parle pas du penalty, ben c'est son ciseau là. Mais bon, pour moi, un ciseau, je vois pas en quoi c'est un ciseau. C'est un coupe-ongle à la limite. Mais on va pas se mentir, la reprise était catastrophique. Je crois que j'ai rarement vu aussi mauvais en termes de retourner. Honnêtement. Après, bien sûr, je parle d'Mbappé qui a plus eu autant d'occasions que ça dans le match pour marquer. Mais de manière générale, bien sûr que le PSG a eu énormément d'occasions. Entre Dembélé, qui en a raté beaucoup, comme d'habitude, ça change pas. Entre Barcola, qui en a raté énormément aussi. On se dit que là, ça pose problème. Parce qu'en face, Newcastle, c'est 2 véritables occasions. Et c'est un but. Alors que du côté parisien, franchement, t'as facilement 6 ou 7 occasions vraiment nettes. Et à ce niveau-là, s'il y a bien un joueur qui a apporté énormément de danger du côté parisien, c'est clairement Hakimi. Là, pour le coup, Hakimi contre Newcastle, il a été stratosphérique. Le danger qu'il a porté offensivement, c'était exceptionnel. Il y a vraiment 3 occasions nettes qui viennent de la part d'Hakimi. Il y a l'occasion d'Mbappé en début du match, et aussi 2 situations nettes pour Barcola qui devait mettre la tête. Mais bon, on sait bien que Barcola, c'est pas forcément son point fort. Le jeu de tête, c'est pas là où tu vas le plus le voir. Mais tout ça pour dire que autant en termes de passe clé, en termes de centre et tout ça, Hakimi, il a apporté du danger. Alors, ce qui vient malheureusement entacher ce match d'Hakimi, pour moi, c'est justement sa perte de balle qu'il fait en début de match, qui donne une grosse occasion à Newcastle. Parce que vraiment, je pense que c'est cette occasion-là qui a permis à Newcastle de rentrer dans le match, de commencer à y croire réellement, et peut-être même à faire douter un petit peu cette défense parisienne. Et pour le coup, du doute, il y en a eu dans cette défense du PSG. Et pas que pour Donnarumma, parce que c'est vrai qu'on peut lui reprocher d'avoir pas capté ce ballon justement sur la frappe de Newcastle, sur le but qu'ils encaissent. Personnellement, je pense que c'est pas non plus le seul responsable. Quand on voit justement cette défense parisienne qui a totalement oublié Isaac, qui est clairement l'un des plus gros dangers de cette équipe de Newcastle. Il y a Skriniar et Fabien Ruiz qui ont complètement laissé Isaac tout seul, ils l'ont oublié complètement. Alors ok, je peux comprendre qu'au moment de la frappe, t'es concentré sur l'action, c'est normal, mais au bout d'un moment, vous êtes 2 joueurs. Il peut clairement y avoir un joueur qui se focalise justement sur l'action et l'autre joueur qui est plus attentif au marquage, avec justement l'un des plus gros dangers de cette équipe de Newcastle, qui se retrouve absolument tout seul. Et je pense vraiment, je vous dis la vérité, je pense que c'est calculé. Au vu de la course d'Isaac, je pense qu'il s'attendait clairement à ce que Donnarumma ne capte pas ce ballon, que le ballon lui rentre dans les pieds. Je pense que ça a été vu à la vidéo, je pense que ça a été anticipé, parce que c'est vrai qu'effectivement Donnarumma, c'est un gardien qui capte très peu de ballons, c'est un petit problème qu'il peut avoir. Et quand on voit justement que Isaac se retrouve
précisément à l'endroit où Donnarumma relâche le ballon, c'est là où je vous dis, c'est très difficile de me faire croire que c'était pas préparé et que ça n'a pas été anticipé par justement cette équipe de Newcastle. Et c'est là où justement je trouve que c'est complètement paradoxal. Parce que là t'as une équipe de Newcastle qui a pas forcément l'expérience de la Ligue des Champions, qui a pas forcément l'expérience de ce genre d'événement, de ce genre de match, mais qui est préparé totalement. Que ce soit sur le plan athlétique, soit sur le plan physique, soit sur le plan tactique, et même au niveau de la vidéo, on voit qu'ils ont très bien préparé ça et qu'ils ont super bien étudié leur adversaire. Et ça pour le coup, on sait que c'est exactement ce que je vous disais au match aller. On sait que Newcastle, c'est pas l'équipe qui joue la Ligue des Champions chaque saison, mais ils ont un championnat qui est presque similaire en termes de niveau, qui peut rivaliser justement avec cette compétition-là. Après, au final, je pense que c'est une très bonne chose que le PSG ait su égaliser sur ce match-là. C'est vraiment une très bonne chose. Ça va te donner une petite finale justement de cette phase de poule contre Dortmund. Pour moi, ça va vraiment être le match de cette dernière journée de phase de poule des Ligue des Champions. Ça va vraiment être un match avec un enjeu énorme. Ça va être un match très serré, je pense, avec deux très bonnes équipes pour le coup. Et j'ai envie de vous dire que l'avantage énorme pour le PSG sur cette dernière journée, c'est clairement que Dortmund est qualifié. Que Dortmund jouera pas peut-être à 100%, ça on ne sait pas encore. Mais c'est, je pense, une très bonne chose pour les Parisiens. En tout cas, comme je vous dis, ça va vraiment être un match qu'on va suivre avec beaucoup d'attention et qu'on a hâte de suivre. Sur ce, je vous dis à très très vite pour reparler de football européen, pour reparler de football africain, pour reparler d'actualité, etc. Donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.